Right, welcome everyone to the Project Echo Eh COVID. bien, tout le monde, bienvenue au projet COVID-19. Conversation, je suis Marc Bouchonville, je suis un des associés qui travaillent sur le projet CORE à l'Université du Nouveau-Mexique. On va se concentrer sur le succès dans l'heure de gestionner et de gérer la pandémie. Nous avons joué le Dr. Tuan Nguyen et Ajit Tancherin qui nous donnent la perspective de l'Afrique et du Vietnam, respectivement. Merci pour ceux qui sont branchés avec nous aujourd'hui. Nous avons des interprétations qui sont disponibles pour vous. Si vous souhaitez participer dans la séance en français ou en espagnol, vous pouvez cliquer au bas de votre écran. Vous avez une icône qui dit interprétation et vous pouvez choisir le français ou l'espagnol. Ceci vous permettra de présenter vos questions en français ou en espagnol également. Merci au service d'interprétation pour votre soutien. Nous avons plus de 2000 personnes qui se sont inscrites pour cette séance d'aujourd'hui et nous sommes heureux que vous ayez pris le temps de votre emploi du temps bien occupé et bien chargé pour être avec nous. Je serai ici pour vous aider à répondre à vos questions en direct en collaboration avec le fondateur et directeur du projet ECO, le docteur Sanjeev Arora. C'est à vous, Sanjeev. Merci, Matt. Merci, Matt. Merci pour mener cette série incroyable et merveilleuse. Merci, Dr. Wen et Dr. Tajdin, pour l'acceptation de votre invitation. Je m'appelle Sanjeev Arora, je suis docteur, je suis fondateur de l'Institut. C'est l'extension pour les communautés et l'aide dans les communautés. C'est un projet qui essaie d'aider 1 milliard de personnes et nous avons des apprentis dans 165 pays. Merci d'être présent dans cette conversation aujourd'hui. Matt? Merci Sanji. Je voudrais que nos présentateurs nous saluent. Commençons avec Tuan Nguyen, qui est directrice du pays à l'Institut de recherche médicale au Vietnam. Dr. Nguyen? Bonjour, docteur Bouchonville, et bonjour à tout le monde. Je suis très heureuse d'être parmi vous à ce webinaire. Eh bien, écoutez, c'est un honneur. Merci, docteur Nguyen. Et le docteur Ajit Tajuddin, qui est chef de la division de santé publique au CDC en Afrique. Docteur Tajuddin? Oui, il semblerait que nous avons perdu sa connexion pour l'instant. Ah, il semblerait qu'il vient de revenir. Pourriez-vous peut-être... on peut peut-être commencer à le présenter plus tard. Oui, tout à fait. Avant de commencer, nous avons quelques questions d'intendance. La séance d'aujourd'hui est enregistrée et vous retrouverez ceci sur les liens vidéo. Pour cette séance et les autres séances sur notre site web, vous allez voir un lien dans le chat box où vous pourrez trouver cette information. Pour la séance d'aujourd'hui, il est possible qu'il soit nécessaire d'attendre 48 heures avant que ce lien ne soit disponible. Aussi, dû au nombre de personnes qui sont présentes, tout le monde sera seulement en mode d'écoute uniquement. Et nous vous demandons d'envoyer vos questions au fur et à mesure dans le box, dans le boîtier QA plutôt que dans le boîtier chat. Quand vous envoyez une question, cette question disparaîtra. La raison est que le personnel ECO passe les questions sur un document qui sera plus accessible pour nous. Mille excuses si nous ne pouvons pas répondre à toutes les questions. Cela dépendra du nombre de questions qui seront posées, mais nous essaierons de répondre à un maximum de questions. Nous avons une foire aux questions à la fin de chaque présentation aujourd'hui, ce qui nous donnera pas mal de temps pour ouvrir les conversations. Veuillez ne pas répondre les questions d'autres personnes dans le boîtier QA et dans le boîtier chat. Gardez un œil dessus parce que vous allez retrouver des tas de liens de ressources que l'équipe de ECO va poster pour vous. À la fin de la séance d'aujourd'hui, vous allez pouvoir également cliquer sur un lien pour obtenir votre certificat de participation, ce qui également vous donnera la possibilité de nous faire vos commentaires en forme de sondage enquête qui vous sera soumise. Sans davantage de retard, je crois que le docteur Tajuddin est de retour, si tu voulais le présenter. Docteur Tajuddin, bienvenue à nouveau. Nous avons un bref tour d'introduction et présentation.
Voici le docteur Rajit Tajuddin, qui est le chef de l'Institut de recherche en Afrique, CDC. OK, merci, chers distingués confrères et collègues, mesdames et messieurs. Rajiv Tajuddin, CDC Afrique, chef de division de l'aide publique et de la recherche. C'est un honneur, un véritable plaisir de faire partie de cette superbe conversation. À vous. Merci Tajuddin. Quel honneur de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Eh bien, docteur Nguyen, vous allez nous parler de l'expérience au Vietnam. Pour plus d'informations, la docteure Nguyen est épidémiologiste et est également scientifique sociale, formation de 20 ans. Elle a une position honoraire comme présentatrice à l'Université de Sydney. Elle est la chef de l'Institut Wookok de recherche au Vietnam, où elle a une équipe de plus de 60 personnes de 3 officines différentes. Elle a été une chercheuse dans plusieurs thèmes: santé, agriculture, technologie, application, comportement humain, équité, et ceci a représenté plus de 20 millions de dollars de fonds. Elle est consultante pour UNAIDS en Asie, région Pacifique, OMS, et également des ONG internationales dans dans le tiers-monde, monde développement. Encore une fois, elle travaille depuis le Vietnam. Merci, Dr. Nguyen, et c'est à vous. Merci, Dr. Bouchonville. Je souhaiterais à présent partager mon écran avec vous. Eh bien, bonsoir, bon après-midi, bonjour et bonne journée, où que vous soyez. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous l'expérience vécue au Vietnam dans la lutte contre le COVID-19. Pour que vous ayez quelques informations sur le pays, le Vietnam est un tout petit pays qui se trouve en dessous de la Chine, à côté du Laos et du Cambodge. La population du Vietnam est d'à peu près 96 millions de personnes, ce qui représente un tiers de la population aux US. Nous avons une longue côte et une frontière avec la Chine. Le PIB par tête au Vietnam est de 2700 dollars. Nous avons une couverture assurance maladie à 90%, avec une augmentation. Et nous avons 0,8 docteurs et 1,4 infirmières pour 1000 personnes de population. Nous avons énormément de défis et de problèmes par rapport aux soins de santé pour les gens en général. Lorsque COVID-19 a été détecté au monde, le Vietnam était au courant de la pandémie. Et le 23 janvier 2020, nous avons eu le premier cas qui était un homme chinois qui était venu au Vietnam avec sa femme et a commencé à transmettre le virus à sa famille, particulièrement à son fils qui vivait au Vietnam. Ensuite, un nombre de personnes vietnamiennes qui retournaient en Chine du Vietnam ont transmis le virus à leurs membres de famille et les voisins. C'est ainsi qu'il y a eu un premier cluster de COVID au mois de janvier et février. Lorsque le gouvernement du Vietnam a ensuite mis en place des mesures de prévention dont on va parler en détail dans quelques instants, nous avons vu la deuxième vague qui a commencé au mois de mars, lorsqu'un groupe de touristes et de personnes sont revenus de pays européens et des US. Et à ce temps-là, nous ne savions pas qu'il y avait des épidémies dans d'autres pays et nous n'avons pas fait attention à l'heure de faire une détection des personnes qui venaient d'autres pays. Le pays a donc vu une invasion et avec une deuxième vague créée par ces déplacements. Une deuxième vague qui a duré pour 42 jours et même 99 jusqu'au jour 100, lorsque tout le monde était très heureux, a commencé à sortir,
pour regarder des matchs de foot. Nous avons vu une troisième vague qui a commencé à la fin du mois de juillet dans une province touristique avec énormément d'activités touristiques et ceci a duré pour 40 jours. Le gouvernement du Vietnam a pu freiner la transmission du virus avec une période de répit. Et maintenant, nous sommes à 1385 cas cumulés de COVID-19. La moitié sont des cas transmis au niveau local, ce qui veut dire que les gens reviennent au Vietnam d'autres pays. Presque 90% des cas sont soignés efficacement, avec cependant 35 décès. Qu'est-ce que le Vietnam a fait pour pouvoir contrôler 3 vagues d'épidémie au pays? Tout d'abord, au mois de janvier, le gouvernement a resserré la quarantaine à la frontière avec la Chine. Toute personne qui revenait au Vietnam allait devoir se présenter et informer de son itinéraire s'ils avaient des symptômes et quelle était leur température. Ensuite, lorsqu'on a trouvé le premier cas, le ministère de la Santé au Vietnam a préparé 20 hôpitaux consacrés seulement aux patients COVID pour développer une politique de suivi, de tracing et de quarantaine pour se préparer à cette explosion. Ceci dit, les écoles étaient déjà fermées et le gouvernement a décidé de maintenir la clôture des fermetures des écoles pendant quelques semaines. Lorsque nous avons eu la première épidémie à la fin du mois de janvier-février, il y a eu une campagne qui a été initiée et les personnes ont reçu des SMS sur leur téléphone ainsi que des nouvelles en rapport avec le COVID-19 sur comment prévenir la transmission du COVID-19 à la télévision sociale. Et ensuite, il y a eu une campagne publicitaire qui a été lancée pour donner davantage d'informations aux personnes. Un peu plus tard, on leur a demandé d'informer sur les symptômes et ça a été inclus dans une application. Lorsque la première épidémie a été hors de contrôle, certaines familles qui n'avaient aucune histoire d'exposition au COVID-19 aux patients, le premier village au Vietnam a été en confinement et c'est un village d'une dizaine de milliers de personnes et personne ne pouvait entrer ou sortir de la zone qui était complètement en lockdown. Après les 21 jours de lockdown et de l'absence de nouveaux cas, le gouvernement du Vietnam a mené des mesures similaires de lockdown dans des endroits à plus petite échelle. Par exemple, une zone avec 500 à 1000 résidents ont été en lockdown plutôt que la zone de 10 000 personnes initialement. Au mois d'avril, le gouvernement a décidé de relâcher les mesures de distance sociale et d'ouvrir les écoles. La deuxième mesure que le gouvernement a menée, c'est ce que j'appelle test, retracé et quarantaine. Et basé sur des questions et des études épidémiologiques. Lorsque le ministère de la Santé a testé, ils ont fait cela avec les groupes à haut risque, avec les personnes qui voyageaient de l'étranger et les personnes qui étaient en contact avec des personnes qui souffraient déjà de COVID ou qui supposément pouvaient avoir cette maladie, ou des personnes qui vivaient dans des communautés où il y avait une explosion de l'épidémie, indépendamment des symptômes. La capacité de test a été une question difficile à gérer, mais les compagnies locales ont pu développer un test local et nous avons pu l'utiliser pour tester les personnes au Vietnam. Lors de la troisième vague, avec
une charge virale dans plusieurs provinces, la capacité de test ne pouvait pas satisfaire la demande. Nous avons donc décidé d'avoir 5 échantillons de tests pour pouvoir accélérer le testing et avoir les résultats. Voici quelques photos qui montrent la manière dont nous avons procédé avec ces tests. Voici un poste de test sur la rue. Les gens à Hanoï pouvaient se présenter. Et nous avions également un centre de test à l'aéroport. Le Vietnam a mené un nombre significatif de tests avec une quantité de personnes qui ont été testées positives, comme vous pouvez voir sur le graphique à la droite. La deuxième mesure, c'est faire un suivi, tracing, avec des cas confirmés et de manière rapide et systématique. Lorsque nous avons trouvé un cas, juste après cela, toute personne qui était en contact avec le sujet, le patient, aurait été identifiée en utilisant la technologie, les rapports et les informations de la communauté, ainsi que les réseaux sociaux pour identifier les contacts. Et le premier contact serait envoyé dans un centre de quarantaine, un hôpital, et les personnes qui ont été en contact direct seraient notifiées pour se préparer si le premier contact devenait en dernière instance un cas de COVID-19. Vous pouvez trouver ici une charte de Hanoï avec les cas qui ont été détectés, avec les contacts de premier ou deuxième ordre, avec une information pour les gens pour qu'ils sachent s'ils étaient à risque. Et à droite, vous avez une démonstration avec les cas initiaux, avec les contacts périphériques qui seraient tracés ou retrouvés dans un réseau pour se préparer à la mesure suivante pour ces personnes qui seraient testées et mises en quarantaine si c'était nécessaire. Et lorsque l'on parle de quarantaine, je sais que beaucoup de gens ont des questions à ce sujet. Au Vietnam, nous avons une politique qui consiste à mettre les personnes en quarantaine pour 14 jours, soit dans un centre, dans un hôtel ou un hôpital, et ceci pour voir si les cas suspects sont confirmés. Nous savons que il peut y avoir plusieurs problèmes avec les tests. La capacité n'est peut-être pas au niveau suffisant. Et c'est la raison pour laquelle nous avons préparé des centres de quarantaine. La première photo, ce sont des enfants qui vivent dans un de ces centres où les gens sont là sans qu'on leur fasse payer. On les nourrit, on les soigne et les enfants reçoivent des cadeaux pour pouvoir jouer. Ici, sur la photo suivante, c'est une photo, un dessin des enfants qui sont revenus d'autres pays pour arriver au Vietnam et se sont retrouvés dans une chambre, dans un dortoir. Et les personnes peuvent également demander de se concentrer sur un hôtel ou des installations hôtelières en payant une quantité supplémentaire. Les personnes à haut risque seront demandées de rester dans des hôpitaux et vous pouvez trouver à droite 2 photos d'hôpitaux nationaux ou de districts qui sont prêts à accueillir des patients de COVID-19. La troisième réponse est de se concentrer sur des communautés en confinement avec une taille, tout d'abord, de 10 000 résidents. C'est un village de 10 000 personnes pour une période de 21 jours. Et au sein du village, les gens ont été détectés, ont suivi un test tout en recevant de la nourriture, des soins de santé et tout ce dont ils avaient besoin comme besoin de base. La mesure suivante, c'est une communication en masse qui soit transparente pour obtenir la confiance. Je n'avais jamais vu
informations divulguées et disséminées autant que lors de cette épidémie de Covid au Vietnam. Et lors de la première vague, lorsque le gouvernement du Vietnam n'avait pas encore l'expérience pour contrôler la pandémie, à la fin du mois d'avril, la distance sociale a été introduite pour que les gens puissent rester à la maison et ne pas commencer à transporter le virus à d'autres places. Et c'est à ce moment-là que il y a eu 3 semaines d'isolement. C'est peut-être pas autant que d'autres pays. Pour moi, malgré tout, ça a été difficile. Les voyages ont été limités. Nous ne pouvions pas non seulement quitter la province, mais en plus quitter notre domicile, sauf si nous avions un document qui pouvait montrer que nous avions un poste de travailleur essentiel. Vous pouvez voir ici une photo du lockdown avec très peu de gens sur la rue. Lors de la troisième vague, il a fallu 39 jours pour que nous contrôlions cette troisième vague. Avec malgré tout l'expérience de 2 premières vagues. Récemment, il y a eu un test de prévalence de sérologie. Chaque cluster a 500 à 1000 résidents. Et pour ce cluster, il y a au moins 2 cas de COVID-19 au nord et au centre du Vietnam. Au nord, il y a eu une première vague et c'est la troisième vague. Maintenant, nous avons testé plus de 3000 échantillons de sang avec seulement 13 personnes qui avaient des résultats positifs, en plus des cas de COVID trouvés dans ce cluster. Et tous ces tests de sang, examens de sang, ont montré à quel point nous pouvions soigner les personnes, mais dans 2 endroits, il y a eu des tests et aucun n'a eu des tests positifs. Les gens avec des symptômes respiratoires ont été testés négatifs avec RT-PCR pour SARS-CoV-2, ce qui veut dire que la pandémie COVID-19 n'a pas pénétré dans les communautés de manière élargie. Nous avons également demandé aux gens d'éviter des réunions sociales ou d'avoir des réunions dans des endroits où il y avait une accumulation de personnes, de porter un masque. Ici, nous voyons comme les gens ne se réunissent pas, ce qui est assez inhabituel pour les Vietnamiens. Nous aimons sortir et nous réunir et de nous retrouver avec d'autres personnes. Et de plus, nous avons des difficulté à imposer le masque aux gens, mais nous leur avons dit que ça prévenait la transmission du virus et les personnes ont finalement suivi les mesures de prévention et les recommandations que nous leur avions faites. Le résultat final, c'est que lorsqu'il n'y a pas eu de nouveaux cas renseignés, le gouvernement a décidé de relâcher les mesures de distance sociale même si nous n'avions pas un plan national, mais lors de la première vague, il y en a eu et il y avait beaucoup de questions sur la façon de relâcher, comment relâcher, où le faire et si ça allait être sûr. Et à ce moment-là, nous avons développé une catégorie de score à risque COVID-19 basée sur différents indicateurs comme le nombre de cas, si les gens se déplaçaient beaucoup ou pas, si la province était à la frontière d'autres pays, s'il y a beaucoup d'étrangers qui visitaient, s'il y a beaucoup d'usines, s'il y a beaucoup de travailleurs, s'il y a une densité de population plus ou moins grande et la capacité de la province pour pouvoir répondre au COVID-19, comme le nombre de lits, le nombre de travailleurs, de personnel de soins de santé. Et après tout cela, nous avons développé un score à risque pour chaque province et comme vous pouvez le voir à la droite sur cette carte, les endroits en rouge sont à plus haut risque et ils ne peuvent donc pas
ouvrir jusqu'à ce qu'ils puissent prouver qu'ils ont la capacité pour pouvoir prévenir et contrôler la pandémie COVID-19 et les provinces en bleu ont un risque très bas et on peut ouvrir dès la fin du mois d'avril. Et ceci permet l'ouverture de frontières entre différentes provinces. Pendant ce temps-là, il y a eu beaucoup de souffrance pour les gens pauvres et les groupes vulnérables. Ici, vous pouvez voir comment il y a eu ici de la glace qui a été préparée pour les gens. Les gens qui vivent sur la rue ont également reçu de la nourriture et des biens nécessaires. Et à droite, vous pouvez voir qu'il y a de la nourriture que les gens ont amenée dans la zone de confinement pour aider les gens qui étaient à l'intérieur de la zone en confinement. Il y a une question qui est souvent posée, qui est celle de l'impact sur l'économie du Vietnam lorsque nous avons eu le confinement et le lockdown avec la clôture des frontières. Et le coût par rapport du PIB pour l'année 2020 allait avoir un impact, même si nous avons la possibilité de nous reprendre en 2021. Et là, le taux d'inflation allait rester inchangé. Après les 2 premiers trimestres 2020, nous avons eu une récupération de l'emploi avec, nous l'espérons, un déclin de chômage dans les prochains trimestres. Quelles sont les leçons à retenir? Je crois qu'il faut se préparer pour l'avenir. Tout d'abord, il y a du leadership et un investissement sur le système de santé publique. Ensuite, une réponse rapide. Il faut réagir rapidement. Ensuite, nous devons détecter et freiner. Ensuite, nous devons avoir une excellente communication et une stratégie pour que les gens de la communauté aient confiance et suivent et soient d'accord de suivre les instructions. Et finalement, nous avons besoin de limitation aux frontières avec une possibilité de nous préparer pour une pandémie. Merci, c'est ma présentation. Je vous remercie de votre attention. Merci, Dr. Nguyen. C'était une présentation extraordinaire. Félicitations pour le succès obtenu au Vietnam. Je vais demander à nos invités de nous envoyer les questions sur le chat box. La première question nous arrive de Jessica Wynn au New Jersey. Elle nous dit ici, au New Jersey, nous avons eu des problèmes pour pouvoir contrôler la dissémination communautaire. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous avez fait pour des endroits avec haute densité de population comme Saigon, par exemple? Oui, ce n'est pas seulement une ville très dense, mais nous avons également eu des explosions de contamination dans des bars où il y avait des homosexuels. Et lorsque on a eu une réponse au COVID-19, nous avons dû agir très, très vite. Nous avons dû faire un suivi, un tracing du contact, et tout le monde devait être prêt pour être testé. Et nous avons dû leur demander de rester chez eux pour ne pas exposer d'autres personnes. En faisant cela, nous avons pu limiter la transmission avec un certain succès, et il s'agissait d'avoir la capacité, lorsqu'on ne peut pas contrôler un cas, on peut essayer de contrôler les autres personnes en faisant ces testings et ce suivi. Mais si la transmission n'avait pas été contrôlée, ça aurait été très difficile pour nous. Merci, Dr. Nguyen, et merci, Jessica, pour cette question. Nous avons une question qui nous arrive d'autres personnes. Quelle est la politique d'hospitalisation pour les patients COVID-19? Est-ce qu'on hospitalise tous les patients ou est-ce que les patients asymptomatiques peuvent rester chez eux
en étant isolés. La deuxième partie de la question, c'est avec la plupart des hôpitaux qui étaient prêts pour COVID-19, que se passe-t-il avec les autres services fondamentaux et essentiels? Est-ce qu'ils ont été maintenus ou pas? Merci, c'est une question essentielle au Vietnam. Si vous avez COVID-19, vous allez être hospitalisé, que vous ayez les symptômes ou pas. Et pour chaque hôpital, il y aurait une zone pour les gens qui ont des symptômes ou pas, avec différents résultats de tests, avec le docteur qui est testé pour prévenir une contamination et une transmission croisée entre les patients. Et au sujet de la deuxième question, je crois que nous n'avons pas suffisamment d'informations, mais dans le programme de tuberculose sur lequel je travaille, lors des 2 premiers trimestres, le nombre de patients qui ont été notifiés est en augmentation maintenant pour le 3e et 4e trimestre. Et j'espère qu'on reviendra à des niveaux normaux. Mais les gens qui ont des conditions souffrent parce qu'ils ne peuvent pas recevoir une attention médicale habituelle et c'est un problème assez important pour nous. Merci, docteur Aurora. Eh bien, tout d'abord, félicitations véritablement pour avoir un pays avec une frontière aussi large avec la Chine et être un des premiers pays à avoir été touché par le COVID-19 et avoir eu seulement 35 décès sur 10 mois, c'est incroyable, c'est fantastique. De nous tous, nous vous envoyons nos félicitations les plus chaleureuses. La question pour vous, au sujet de cette application qui a été installée sur le téléphone, quel pourcentage de la population, est-ce que tout le monde a dû télécharger cette application sur leur téléphone ou c'était un nombre sélectif, c'était par ville? Comment est-ce que ça s'est passé? Merci, docteur Aurora. Je crois que, à peu près, que je sache, à peu près 5% de la population a installé l'application. Donc, l'application n'a pas marché aussi bien que l'on voulait. Le tracing pour nous est via la communauté. Et vous savez, le Vietnam a l'expérience en travail de communauté, même au niveau du village. Nous savons et nous pouvons gérer la santé des personnes au sein des communautés directement. Merci. Alors, voici ce qui se passe aux US, en tout cas, c'est que ces lockdowns, ces confinements qui sont mis en place, il y a une protestation solide de la communauté des affaires parce que les commerces sont fermés et les enfants ne peuvent pas aller à l'école, donc les parents ne peuvent pas aller travailler. Et il y a énormément de résistance chez nous. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui s'est passé? Je suis sûr qu'il y a eu une résistance des commerçants, non en termes de protestation, manifestation, mais plutôt qui ont fait pression sur leurs représentants, députés, sénateurs. Comment est-ce que vous avez fait pour gérer tout cela? Et j'ai eu la chance de participer dans une partie de ce dialogue et on m'a même demandé de représenter les grandes entreprises et les chercheurs d'économie au Vietnam sur comment le gouvernement et quand le gouvernement allait cesser avec le lockdown, éliminer la distance sociale. Et il y avait énormément de pression sur le gouvernement pour rouvrir le pays. Et à ce moment-là, nous avons fait un exercice de modeling pour voir que si on n'avait pas le lockdown et la distance sociale, à ce moment-là, l'épidémie serait complètement hors de contrôle. Et lorsque on ne peut pas contrôler l'épidémie, on allait souffrir. Essayons de souffrir de cette première onde de choc pour revenir à une activité économique à nouveau. Et après la première vague, nous avons pu prouver qu'on pouvait maintenir
une distance sociale avec pas de nouveaux cas et ainsi les restaurants et les coffee shops ont pu ouvrir. Ceci dit, euh, l'industrie la plus touchée est celle du tourisme parce que nous n'avons plus de touristes étrangers qui viennent au Vietnam et les compagnies aériennes sont en train d'accuser le coup et l'industrie hôtelière également. Merci à toi, Matt. Merci, docteur. La question suivante est celle-ci. Est-ce que vous pourriez insister sur les mesures adoptées pour obtenir la confiance de la communauté? Oui, il me semble que pour obtenir la confiance, le message du gouvernement n'est pas suffisant, vous le savez, et nous avons le Parti communiste ici. Mais pendant la pandémie, il y a eu beaucoup de gens au sein des communautés qui ont participé à la transmission des messages. Ça peut être des maîtres d'école, des enfants, des acteurs, des personnes âgées, des personnes de différents horizons et de classes sociales différentes qui se sont manifestées sur la manière de se protéger, de donner la priorité à la santé par rapport à l'économie. Et c'est pour ça que lorsque les personnes ont vu que ces différentes personnes avaient les mêmes intentions et la même volonté, tout le monde a suivi dans la même direction. Deuxièmement, le gouvernement a été très transparent sur la situation COVID-19 dans le pays. À chaque fois qu'il y avait un nouveau cas, c'était renseigné sur un site web et tout le monde y avait accès. Et même les nouvelles avaient été données. Hier soir, quelqu'un est décédé. Et après cela, en voyant cette personne sur la télévision euh, et, et dans la presse, euh, il y a eu une grande transparence au Vietnam et les gens ont appris à avoir confiance en ce qu'ils voyaient et lisaient. Une question qui vient ici de plusieurs personnes, je vais essayer de les condenser ensemble. Est-ce que vous pourriez parler un peu de résistance à l'hospitalisation parmi les patients COVID-19, également cette résistance à le cloîtrement de ces personnes? Avec les patients COVID-19, je n'ai pas vu un seul patient qui ait résisté à la demande d'aller à un hôpital. Et j'ai également mené une étude qualitative avec chaque nouveau patient COVID-19 qui montrait qu'il y avait des soins de santé qui étaient excellents et que le service a été donné sans faire payer. Tout a été gratuit. Ceci dit, avec le contact du patient COVID-19, il y a eu une souffrance parce qu'il y a eu une rumeur au sein de la communauté lorsque les nouvelles ont été publiées que à la télévision et à la presse, il y a eu une histoire que les gens ont arrêté de parler de cela et ont commencé à inventer des choses sur des personnes. J'ai interviewé certaines personnes. Il y a même une fille qui a dit qu'elle avait dû arrêter de travailler et, et ses amis l'ont accusée d'avoir été en contact avec le COVID-19, mais elle ne savait rien de tout cela. Il y a eu des personnes qui ont souffert, bien sûr. Et nous devons déterminer la manière de faire le tracing et le suivi, mais sans que les gens aient peur de cela. Sanjeev, est-ce qu'il y a une question supplémentaire? Oui, bien sûr. J'ai deux, trois questions. Une à voir avec l'économie. Est-ce que vous avez eu un programme pour les commerces et les commerçants? Je suis passé par Ho Chi Minh City, Hanoï. Il y a beaucoup de petites boutiques et de marchés. Et ils ont perdu des revenus pour un certain temps. Il y a été élu un programme du gouvernement pour les soutenir. Oui, il y a eu un soutien en cash, en espèces pour les petites entreprises et les petits commerces, même les moyennes entreprises et commerces. Et
le gouvernement a permis les compagnies de ne pas payer d'impôts. Ceci dit, le soutien n'est pas si significatif et ne peut pas compenser la perte des gens, mais on peut rester en vie pendant un certain temps. Ce qui est remarquable, c'est que les propriétaires privés, vous savez que euh, il y a eu des donations privées, non seulement pour le gouvernement, mais aussi pour la communauté. Il y a eu plus de 80 millions de dollars US sur peu de temps. Et il y a donc eu une fondation privée qui a été mise en place pour soutenir les enfants, les sans-abri, les personnes qui ont perdu leur boulot. Il y a eu énormément de soutien. Mais je dois dire que beaucoup de gens sont encore en train de souffrir de ceci. Est-ce que vous avez eu un mécanisme ici aux US? Un des problèmes que l'on a, c'est que même s'il y a une obligation de porter un masque dans beaucoup d'États, moi je vis au Nouveau-Mexique, on est supposé d'avoir un masque quand on sort, mais la plupart des gens disent zut, je ne vais pas le porter. La question est, est-ce que vous aviez une manière, comme en Chine, je sais, je lisais le New York Times, je crois qu'il disait que si quelqu'un ne portait pas de masque, il serait sur les nouvelles pour que les autres gens le voient et avoir cette honte de recevoir la pression des autres. Est-ce qu'il y a eu un mécanisme pour que les gens respectent l'obligation de porter le masque ou c'est que c'était volontaire? Non, il y a une politique, une règle, que si les gens ne portent pas de masque, ils auront une amende. Au départ, c'était pas beaucoup d'argent, mais maintenant, c'est 100 $. Et 100 $, c'est beaucoup. Donc, les gens doivent porter le masque, mais surtout, et plus qu'autre chose, la grosse différence, c'est que nous avons de la contamination atmosphérique au Vietnam sévère. Les gens portaient déjà des masques. Et quand je suis sur la rue, je porte toujours un masque. Ce n'est pas une différence. Maintenant, je porte le masque également au sein des installations de l'hôpital. OK, à toi, Matt. Très bien. Antoine Chon nous demande ici, est-ce que vous voyez une discrimination contre les patients COVID-19 et le personnel soignant et comment est-ce que vous gérez cela si c'est le cas au Vietnam? Je n'ai pas pu voir de nouvelles. Non, je n'ai pas entendu parler d'une discrimination de patients de COVID-19. En fait, les docteurs ont souffert de discrimination, euh, en particulier de gens qui ne pouvaient pas rentrer chez eux. Et c'est pour ça que finalement, ils se concentrent sur leurs patients. Et y a-t-il une discrimination de la part de la communauté contre les patients de COVID-19? Non, je ne sais pas si on peut parler de discrimination, mais il y a un malaise lorsqu'un patient COVID-19 est dans la communauté, mais lorsqu'il y a un diagnostic, ils sont amenés directement à l'hôpital. Euh, Par conséquent, et le contact est complètement éliminé. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a un confinement, un lockdown d'une communauté et quelqu'un a eu le COVID-19 et ils n'ont plus pu aller à l'école, au travail? À ce moment-là, c'était de la faute du patient de COVID-19 et c'est là que la discrimination commence. Merci, docteur. Nous avons Bridget Williams qui veut savoir ceci. Ici aux US, nous avons une multiplication de COVID-19 dans nos centres EHPAD. Comment est-ce que vous faites pour protéger votre population de plus âgée? Je ne sais pas si c'est une question de chance ou pas, mais nous n'avons pas beaucoup d'EHPAD au Vietnam. Les personnes âgées vivent avec la famille et c'est pour ça que le gouvernement a décidé de clôturer, de fermer les écoles de manière à ce que les enfants ne rapportent pas le virus pour leurs parents et grands-parents. OK, super intéressant. Et est-ce que ceci est une question de Pamela Doscher? Est-ce que vous pourriez dire quelle est la pensée générale au Vietnam par rapport au vaccin?
Au sujet du vaccin, il y a des compagnies qui travaillent sur des vaccins locaux. Il y a eu 2 compagnies qui ont commencé avec les essais cliniques phase 1. C'est très difficile pour nous d'arriver à la phase 3 parce qu'on n'a pas de cas dans le pays pour pouvoir mener ces essais. Et il est donc difficile de se prononcer maintenant. Et pour ce qui est de Pfizer, Moderna, pour nous, c'est très difficile d'y avoir accès. Vous savez que le Vietnam ne pourrait pas se permettre d'acheter des vaccins pour 100 millions de personnes. Et nous n'avons pas de système pour la distribution de ces vaccins à la communauté ou d'autres zones. C'est très difficile pour nous. Nous avons également essayé d'avoir d'acheter d'autres vaccins. Je ne sais pas si c'est possible. Est-ce que je comprends bien, Dr. Wayne? C'est que COVAX a acquis 1 milliard de doses de vaccins, mais je ne suis pas sûr vous savez s'ils veulent envoyer cela au Vietnam parce qu'il n'y a pas tant de cas. Combien de cas avez-vous aujourd'hui? 0? Pas de cas. OK, alors je crois qu'ils ne vont pas vous mettre en haut de la liste de priorités, mais le Vietnam a signé le COVAX, n'est-ce pas? Vous avez dit que vous souhaitiez faire partie de cela. Oui, oui, le gouvernement a présenté la demande pour le centre COVAX il y a une semaine. Nous attendons une réponse. Et la question est non seulement celle du vaccin, mais aussi de tout le système pour amener le vaccin, pour le stocker, le distribuer. Et nous ne savons pas si les gens du Vietnam accepteraient un vaccin ou pas. Mais pas de vol à l'intérieur, à l'extérieur, et tout le monde porte de masque sans un seul cas. C'est ça qu'il se passe? Et où est-ce que l'obligation de porter le masque est enlevée? Non, l'obligation de porter le masque est toujours là, mais 50% des gens dans la communauté seulement portent ce masque et nous n'avons pas d'étrangers qui viennent au Vietnam, mais nous avons des vols intérieurs, oui. D'accord, c'est à vous, Matt. Eh bien, Dr. Nguyen, merci d'avoir parlé de vos succès. Merci à tous pour vos questions. Nous allons passer maintenant au Dr. Rajit Tajeddine, qui est le docteur et chef de l'Institut de santé publique et de recherche au CDC Afrique. Dr. Tajeddine a une qualification postdoctorat en pédiatrie et santé publique. Il est membre des docteurs de l'Afrique de l'Ouest et il est également dans l'Institut Chatham d'affaires internationales du Royaume-Uni. Il a 20 ans d'expérience dans le soin des enfants et des personnes âgées. Il a travaillé dans le monde en développement, Nigeria, Arabie Saoudite, Libéria, Guinée, Sierra Leone et Éthiopie. Taj a également une expérience solide en travaillant sur des projets avec différentes organisations. De plus, il a une connaissance académique de façon de gérer les systèmes, diplomatie de la santé, santé maternelle avec les enfants et assistance sur des urgences sanitaires. Dr. Tajdine est présentement le chef de l'Institut de santé publique pour la prévention des maladies. Il coordonne l'établissement et le renforcement des instituts de santé publique dans 55 pays membres de l'Union. Il a également établi des centres de collaboration, y compris le CDC, pour le travail et il fait une supervision sur l'ordre du jour du centre. Il fait la préparation et contre-mesure de la réponse du CDC Afrique. Il est également en co-chair avec l'équipe technique de l'équipe africaine de travail CDC COVID. Il a également de nombreuses publications. Merci, Dr. Tajeddine, pour la présentation des succès et des leçons apprises du point de vue de l'Afrique en réponse au COVID-19.
Merci Matt et collègues et confrères du projet ECHO. Tout d'abord, merci de nous avoir invités pour faire partie de cette conversation. Et chers participants, je vous souhaite une bonne après-midi, bon matin ou bonne soirée, où que vous soyez. Pour les prochaines 20 minutes, j'essaierai autant que possible de vous montrer ce que nous avons fait, CDC Afrique, quels sont des succès et des leçons à retenir. Et je vous dirai aussi ce que nous essayons de préparer pour éviter une résurgence au sein du continent africain. Alors, je vais vous montrer le sommaire. Le premier cas de COVID-19 a été enregistré le 14 février 2020, c'était en Égypte. Et une semaine après ce premier cas, le CDC Afrique a pu réunir 55 États membres et ministres de la Santé à cette réunion qui a eu lieu en Éthiopie. Et bien sûr, la communication qui a été émise à la fin de cette réunion, c'était le besoin d'une communication, collaboration et également le besoin de l'aide entre les différents États membres avec une réponse COVID-19 qui ne devait pas être différée. La stratégie était également celle du CDC et l'équipe de travail pour mettre en place ces stratégies a également été adoptée durant cette réunion. La stratégie avait 3 objectifs avec 3 piliers. Tout d'abord, la prévention de la transmission. 2, la prévention de décès. 3, la prévention de dommages sociaux et économiques. Je crois que derrière l'équipe d'Afrique et de son succès et celle du leadership au plus haut niveau, la coordination avec le président de l'Union africaine, Mpuza d'Afrique du Sud, avec le soutien de le CDC pour la réponse au COVID-19. Et encore une fois, ceci nous a amené à retenir une des leçons d'autres épidémies, c'est de savoir qu'il faut coordination et coopération parce que ce que l'on a retenu de l'Ebola, la raison pour laquelle nous avons perdu 11 000 personnes, renseignées en tout cas, pour cette fois-ci, on s'est dit il faut tenir ceci très sérieusement. Et nous avons dû mettre en place une coordination très robuste et solide. Avec la stratégie qui a été mise en place, ça a été basé sur des partenariats. Et après quelques mois, un continent de 1,3 milliard avait seulement 250 000 tests. Et bien sûr, si on ne peut pas faire un test, on ne peut pas contrôler la pandémie. C'est clair. Nous avons donc dû avoir des initiatives qui se concentrent sur le besoin de faire un testing, un retraçage et le traitement de cas positifs. Les objectifs ont donc été déterminés. Tout d'abord, il s'agissait d'avoir des millions de tests. Deuxièmement, il fallait avoir des personnels soignants qui allaient pouvoir assister de manière efficace les personnes et les patients qui avaient le COVID-19. Et nous avons également eu un des défis les plus grands qui était celui de pouvoir avoir l'équipement médical. Avec ceci, il était clair que partie de l'initiative, c'est de mettre en place une plateforme qui allait permettre à nos membres de mettre ensemble des ressources et pouvoir obtenir le matériel nécessaire. Et cette plateforme s'appelle African Medical Supplies Platform, la plateforme africaine de l'équipement médical.
ce qui va permettre d'avoir accès à de l'équipement médical. Le paiement peut venir après. Ça peut être avec un paiement déplacé dans le temps, car il s'agissait de sauver des vies. Nous avons donc eu une réponse rapide sur 23 pays et l'utilisation de travailleurs de la santé dans les communautés dans 18 pays. Ceci nous a permis de répondre à cette pandémie COVID-19. 23 pays ont eu une réponse rapide avec des épidémiologistes expérimentés et des personnes qui communiquaient les risques, etc., etc. Et pour ces 18 pays, nous avons donc ces travailleurs de la santé au niveau communautaire pour pouvoir assister avec la pandémie 18. Parlons rapidement de diagnostic. En mois de janvier 2020, il n'y avait pas un seul pays sur le continent qui pouvait avoir le COVID-19. Au mois de février, nous avons eu le premier cas. Il y avait seulement 2 États, l'Afrique du Sud et le Sénégal, qui avaient le COVID-19. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'avec l'effort de CDC Afrique et le soutien de partenaires, il n'y a pas un seul pays qui n'a pas la capacité de diagnostiquer le COVID-19 sur le continent. Le soutien de partenaires nous a permis de décentraliser le testing de manière à pouvoir avoir un testing qui soit à l'échelle du continent. Ceci fait partie des photographies Dakar, Sénégal. La deuxième, c'était en Afrique du Sud. Mais aujourd'hui, nous avons ceci qui se passe dans tous les pays. Si nous pouvons identifier chaque État membre pour pouvoir décentraliser le testing dans leurs pays respectifs. Voilà où nous en sommes en Afrique en termes de tests. Vous pouvez observer qu'au début du mois d'avril, nous étions à 250 000 tests. Aujourd'hui, comme continent, nous en sommes à 23,2 millions de tests menés. Nous avons donc atteint les objectifs et même au-delà. Il s'agit maintenant de voir si notre testing est précis. Nous pouvons voir ici que si nous avions une moyenne, ça se passe très, très bien. Mais je voudrais dire à chaque membre que le taux de positivité se retrouve à 9,9%. Et nous savons que c'est acceptable dans ce qui est le résultat au niveau d'un continent. Alors, pour les membres, il y a une training, formation au niveau du contrôle de la communauté et aussi pour la gestion des cas. Nous avons également donné du soutien pour l'équipement médical pour les États, tests, kits, gants, respirateurs, blouses et ainsi de suite. Je vous montre ceci pour que vous puissiez vérifier le niveau de soutien qui a été déployé par CDC Afrique pour les différents États membres sur le continent. Maintenant, je voudrais vous montrer ce que nous avons obtenu et je crois que pour ce qui est de la pandémie, la situation présente au niveau de COVID-19, il y a une accélération de participation et pour Afrique CDC, nous avions prévu que ceci se produirait dès le mois de juin. Avec les gouvernements, nous avons eu des réunions avec les chefs d'État pour étudier comment nous allions faire en sorte que le vaccin soit approuvé lorsqu'il serait disponible. Avec ce vaccin et la stratégie sur le continent, il y a 3 objectifs clés. Tout d'abord, il faut que l'Afrique soit impliquée dans les essais cliniques. Ensuite, il faut avoir une
production et accès à cette disponibilité. Et 3, il faut éliminer les barrières pour la distribution des vaccins et l'administration de ce vaccin. Au mois d'octobre, lorsque nous avons vu comment les choses se produisaient pour le COVID-19, nous avons publié un article dans le magazine Nature et nous avons indiqué que nous ne voulions pas que l'histoire se répète, qu'il y aurait un besoin de coopération même avant de voir ceci, et si on voulait éviter les mêmes erreurs que pour le VIH, quand on a vu les premiers cas, il a fallu en Afrique 10 ans dans la plupart des pays d'Afrique pour avoir accès aux rétroviraux. Et sur 10 ans, 12 millions de personnes sont mortes. Cette fois, nous ne voulons pas être à la fin de cette queue, tout au bout de cette queue, et on a donc voulu avoir une stratégie en place. Voilà l'étude de VIH dont je parlais. Ici, nous avons les sites pour la vaccination. Pour ce qui est nécessaire comme continent, il nous faut 1,5 milliard de doses. Au niveau du coût, ce sera entre 10 à 15 milliards de dollars US. Il y aura 20% de ce qui est nécessaire de la part du CDC comme continent. Nous devons nous dire quelle va être la stratégie pour le 40% qui manque. Seulement pour insister sur le fait que la stratégie COVID-19 en Afrique est de complémenter ce que l'OMS a mis en place et le CDC également. Il s'agit donc de travail complémentaire. Également, la Commission africaine a mis en place ce qu'on appelle l'équipe d'acquisition de vaccins pour l'Afrique. L'objectif de cette équipe est de voir comment immobiliser les ressources pour les personnes et également voir ce qui va être fait dans les centres. Également, au niveau des ressources, bien sûr, avec les différentes barrières sur 5 continents. Cette conversation est toujours en cours. Pour ce qui est également d'une initiative qui a été mise en place avec le CDC, comme vous le savez, au début de la pandémie, beaucoup de pays se sont mis en lockdown. Et c'était en général tout. Les écoles, les commerces, les frontières, mais il fallait voir comment on allait rouvrir et voir comment on allait mettre en place des restrictions, des demandes spécifiques pour encadrer les déplacements et les voyages, et également pour les écoles, voir ce qu'on allait faire. Clairement, tous les membres se sont alignés derrière cela. Aujourd'hui, l'Afrique, avec 2,3 millions de cas de COVID-19, ce qui est bon, ce que la plupart de ces cas, avec 80 et quelques pourcents, se sont remis. Si vous regardez sur votre écran, vous pouvez voir que on a eu un pic autour du mois de juillet et c'est avec plus ou moins 18 000 cas par jour. Ensuite, on est descendu à 7 000 cas quotidiens. Aujourd'hui, nous sommes à 17 000 cas, ce qui veut dire que la deuxième vague est une réalité et nous avons simplement besoin de faire ce que nous avons fait avec la première vague et nous devons mettre ces choses en place. Sur ce, voici où nous en sommes en ce qui concerne les pays. Nous avons
22 pays avec plus de 5 000 cas. Nous avons 9 pays avec 5 à 10 000 cas. Mais à la préparation de cette deuxième vague, nous avons besoin de voir comment nous allons suivre avec les tests. Et ceci fait partie des conversations sur la manière d'utiliser un test antigène rapide et efficace avec un déploiement dans différents pays pour ces tests antigènes de tests rapides. Je vais également vous montrer ce que nous avons fait au niveau de la séquence génétique pour comprendre la constitution du COVID sur le continent. Tout d'abord, nous avons pu faire du séquence de cette pathogène nous-mêmes sur le continent. Nous avons pu le faire, la Sud-Afrique du Sud a pu le faire. Et à ce sujet, nous avons eu cette initiative de séquence génomique. Nous travaillons avec 15 pays en Afrique de manière à pouvoir soutenir l'Afrique avec cette séquence et également pouvoir travailler de manière plus efficace. Et la science ou l'épreuve comme celle-ci est nécessaire et a des tas d'implications. Une d'elles, c'est au niveau des thérapies. Nous soutenons les États pour qu'ils continuent avec la technologie sur le continent. Je voudrais conclure en disant ceci. Au niveau de la préparation pour une troisième vague. Tout d'abord, il faut revenir aux initiatives qui ont été lancées initialement avec un leadership uni. Nous devons avoir un testing qui soit adapté. Nous devons avoir un traitement et une surveillance adaptée en ayant la technologie nécessaire. Et bien sûr, nous avons besoin d'avoir des traitements de manière à ce que tous ces cas positifs, et en particulier les cas sévères ou critiques, sont gérés de manière adéquate pour améliorer les résultats sur le continent. Et bien sûr, nous avons également un travail avec des partenaires et un secteur privé de manière à ce que pour le COVID-19, nous ne sommes pas laissés pour compte avec communication de risque et participation. S'il y a une chose qui est nécessaire, c'est que notre communauté soit inclus et nous faisons tout ce qui est possible pour que ce soit une réalité. Et aussi, la coordination au plus haut niveau continue à être une priorité. Sur ce, chers confrères, je vais vous donner quelques points de conclusion. Au niveau de leadership, c'est essentiel pour pouvoir contrôler la pandémie COVID-19. L'Afrique a démontré qu'elle pouvait le faire. Ensuite, il y a une opportunité pour que nous lancions une nouvelle manière de gérer les choses au niveau de la santé publique. On ne peut pas le faire seul, mais on peut s'unir pour lutter, pour avoir une capacité augmentée sur le continent. Et encore une fois, nous avons besoin de penser à mettre en place dans chaque État membre ce qui s'appelle un institut d'aide de santé publique. C'est un effort coordonné qui est nécessaire pour augmenter la capacité dans chaque État membre. Et bien sûr, il n'y a aucune possibilité d'avoir un continent de 1,3 milliard de personnes qui dépendent sur les interventions médicales. Nous devons avoir une capacité plus robuste pour ceci. L'investissement est essentiel dans le matériel médical comme continent. Et pour terminer, nous devons continuer à faire en sorte que nous lavions les mains, que nous gardions nos distances et bien sûr, nous devons continuer à avoir un masque et nous devons également
à réfléchir de la façon à pouvoir personnaliser les interventions à cause des implications sur la situation économique au continent. Chers confrères, mesdames et messieurs, je vais rester là et je prendrai toutes les questions que vous ayez pour moi. Bien volontiers. Eh bien, merci, Dr. Tajoudine. Tout d'abord, nous apprécions que vous collaboriez avec nous. Nous sommes flattés que vous nous ayez inclus dans vos efforts, mais nous avons pu rajouter quelques ressources de manière à pouvoir élargir le projet ECHO, pour pouvoir élargir notre soutien pour CDC Afrique et l'Union africaine, particulièrement avec la possibilité de trouver un personnel qui soit prêt pour l'administration de ce vaccin et également pour les laboratoires, le personnel de laboratoire et également pour former un groupe de personnel pour les soins palliatifs et également pour le contrôle des infections dans les hôpitaux dans le continent avec le réseau ICANN de contrôle des infections. Pour pouvoir avoir plus de personnel de technologie pour élargir vos efforts pour contrôler cette pandémie, nous sommes véritablement très honorés de pouvoir avoir cette opportunité. Je voulais que vous sachiez cela et nous serons en contact séparément par courrier électronique. Ensuite, félicitations pour le contrôle spectaculaire de la pandémie qu'il y a eu en Afrique. C'est une chose incroyable, la manière dont le nombre de décès est maintenu à un niveau aussi bas et le nombre de cas est également contrôlé par rapport à ce qui se passe aux US maintenant il y a 10 000 cas quotidiens. Et ici, nous avons plus de 100 000 cas quotidiens. Et donc, félicitations pour tous vos efforts. Bien sûr, le continent est grand, mais il y a des leçons à retenir, je suppose, au sein du continent sur ce qui véritablement a fait que ces pays ont eu plus de succès que d'autres et quels ont été les échecs dans certains pays où il y a eu plus de cas et quelles ont été les meilleures pratiques. Est-ce que vous pourriez partager ça avec nous? Oui, merci, Aurora. Tout d'abord, voyons ce qui est des pays. Comme vous l'avez dit, comme continent, le nombre de décès est de 3,5%, ce qui est énorme. Un énorme succès avec le modeling, la prédiction. Oh, les choses auraient pu être différentes à ce qu'elles sont aujourd'hui, mais deux, trois choses à dire. Tout d'abord, la coordination au plus haut niveau nous a aidés. Imaginez, vous êtes le chef d'État d'un pays, vous ne pouvez pas rester les bras croisés. Donc, je pense que ça a été important pour la Commission, pour la coopération, ça a été très significatif en termes du rôle de la coordination. Lorsque l'on regarde également l'expérience passée, ça a été une grande aide. Quand on regarde ce qui s'est passé au niveau des explosions des épidémies qu'il y a eu en Afrique de l'Ouest, COVID-19, réellement est beaucoup plus large que cela. Les leçons retenues de l'histoire ne sont pas ignorées à l'heure de traiter cette question. Et c'est ce qui nous a mené à accélérer les choses au CDC Afrique. Ensuite, en termes des différents États membres, bien sûr, quand on regarde ceci de différentes perspectives, mais lorsque l'on regarde la capacité, le niveau n'est pas le même. Par exemple, l'Afrique du Sud, la Somalie, clairement, en termes de réponse et capacité, on ne peut pas comparer les deux. Mais ce que ceci a créé au niveau d'essayer d'égaliser les choses, par exemple,
le programme sur le smartphone. Ça a été mis en place pour les États membres. Ceci a beaucoup aidé. Et aussi, pour la première fois, nous avons près de beaucoup de membres qui essaient de suivre les instructions du CD Afrique. Avec chaque membre qui suit ces instructions, et seulement un ou deux, sans mentionner de nom, sans donner de nom, n'ont pas véritablement fait attention à ce qu'on disait. Mais la plupart des membres, bien sûr, ont suivi ces instructions, ces lignes directives, et ceci est une explication pour où nous en sommes aujourd'hui en tant que continent. Merci. Autre chose que nous avons découvert à travers de l'Afrique, c'est que les taux de mortalité sont réellement beaucoup plus bas qu'aux US ou pour l'Europe occidentale, le Royaume-Uni, entre autres. Une partie de ceci est due à votre population plus jeune, mais il semblerait qu'il y a d'autres choses à part cela. Est-ce que vous avez des recherches qui puissent expliquer un des facteurs, à part la population plus jeune, qui explique un taux de mortalité moins élevé pour l'Afrique? Merci, Aurora. Il s'agit de chaque plateforme, mais je voudrais dire que c'est multifactoriel. Il n'y a pas un seul facteur qui explique tout ceci. Commençons par ce que tu avais à dire. Tout d'abord, une population plus jeune. Aujourd'hui, l'âge moyen, c'est 19-20 ans de moyenne. Et le COVID-19 a un impact moins grave pour les plus jeunes. Les conditions climatiques ont également un rôle possible à cause du climat plus chaud. Et vous savez qu'il est plus difficile que le SARS survive dans cet environnement. Mais il y a des études qui ont démontré que les femmes sont plus protégées contre ce virus. Et également, la protection est un autre facteur. Certains ont démontré que l'exposition à d'autres virus similaires au coronavirus a créé une certaine immunité. Ensuite, certaines vaccinations comme BCG, comme par exemple le BCG ou la rougeole, expliquent que ça peut protéger contre le SARS-CoV-2. Donc, ça va probablement aider aussi. Et également, du point de vue de taux de déplacement, si on regarde l'Afrique, nous ne sommes pas aussi connectés que le reste du monde. Si on regarde les vols entre l'Europe et l'Asie, l'Europe et l'Amérique, ce n'est absolument pas comparable avec l'Afrique. Et il y a donc moins de connexions en masse. Et bien sûr, on répète également l'exposition avec les épidémies et les contaminations. Aujourd'hui, on a le CDC Afrique. Hier, il y avait le CDC Afrique. Il y a une coordination d'activités. Il y a également un accès possible aux kits de tests et d'autres ressources. Tous ces facteurs réellement doivent être mentionnés. Et je dirais que donc il y a plusieurs raisons et une accumulation de raisons pour nos succès. Merci, Dr. Nguyen. Est-ce que vous avez des questions pour le Dr. Tajeddine? Et pareillement, est-ce que Dr. Tajeddine, vous avez des questions pour le Dr. Nguyen du Vietnam, de façon à ce que vous puissiez échanger des propos? Oui, je vais féliciter tout d'abord le Vietnam parce que 100 millions de personnes et un taux de zéro cas, je pense qu'il faut applaudir cela. C'est véritablement, je suis très envieux de ceci et je suis très heureux, bien sûr, que vous ayez un programme et une réponse aussi robuste et efficace dans un pays comme le Vietnam.
Et c'est un pays à bas revenu, comme c'est le cas dans beaucoup de pays d'Afrique. Je crois donc que c'est la première chose à dire. Deux, le taux auquel la population suit les instructions au Vietnam, c'est très spectaculaire. Et vous savez que le lockdown en Afrique n'a pas fonctionné parce que 70% de la population n'a pas d'information. Nous devons tous les jours insister parce que les gens veulent sortir pour pouvoir travailler et gagner leur pain. Mais le Vietnam a pu le faire. Et la question que j'ai pour le Vietnam maintenant, c'est quels sont les plans pour le vaccin? Parce que le Vietnam ne peut pas vivre de manière isolée. Et on ne peut pas se cloîtrer de manière indéfinie. Les gens vont voyager, ils vont venir. Quels sont donc vos plans pour le vaccin COVID-19? Merci, Dr. Tajeddine. Merci pour vos félicitations du succès au Vietnam, mais vous avez raison, il faut que le vaccin soit obtenu, c'est une réalité. Et comme je le disais tout à l'heure, le Vietnam essaie de produire un vaccin au niveau local et par le passé, nous avons pu développer et avoir un vaccin pour le programme EPI. Et réellement, tout ceci est produit par des compagnies vietnamiennes. Nous avons peut-être la possibilité de le faire ou alors nous allons recevoir le soutien d'une compagnie, peut-être au niveau des transferts de technologie pour que nous puissions produire ces vaccins au niveau local. En même temps, le gouvernement essaie de contacter COVAX pour avoir accès aux vaccins pour que les gens du Vietnam soient vaccinés. En supplément à ceci, nous avons un programme d'immunisation élargi, que ce soit à la base ou pour le reste de la population, où nous avons eu des vaccinations pour les enfants pour pouvoir utiliser ce système pour élargir la couverture de cette vaccination. Selon mes informations, le gouvernement de Vietnam va donner priorité aux vaccins des travailleurs de soins de santé et personnes âgées avec des maladies chroniques et ensuite la population en général dans le pays. J'espère que l'on puisse y arriver et on a vu qu'on a fait un très bon travail jusqu'à présent et j'espère qu'on puisse continuer à faire la même chose. Et moi aussi, je voudrais poser une question, un commentaire sur la présentation. Je ne connais pas très bien la situation dans les pays d'Afrique, mais en écoutant la présentation, je me suis senti très impressionné avec le rôle du CDC Afrique pour pouvoir coordonner différents pays dans cet effort sur le continent pour coordonner les ressources. Et j'espère qu'en Asie, nous allons pouvoir avoir quelque chose de similaire. Et j'espère qu'on pourra encore améliorer les résultats avec une prévention de cette pandémie. Merci, merci. Matt. OK, merci. Eh bien, en fait, docteur Roy, la première question, c'est pour vous. Ça nous vient avec la question de comment est-ce que les pays africains peuvent faire une demande pour le programme ECHO. Eh bien, je crois que je vais mettre ma direction de courrier électronique dans le chat maintenant. Et énormément de, bien sûr, nos partenaires clés en Afrique, c'est Africa CDC, mais d'autres pays, 7 au moins, ont déjà signé des accords de collaboration avec nous et nous avons soutenu avec du personnel et des plateformes technologiques. Et j'aimerais que vous me contactez. Mon courrier électronique est dans la boîte à chat et c'est avec plaisir que nous allons pouvoir vous aider. Nous sommes très intéressés par le vaccin, par la stratégie de testing aussi.
mais en plus des stratégies de soins, de manière à ce que les personnes sont hospitalisées, quelle est la possibilité de les soigner le mieux possible? Est-ce que c'est la dexaméthasone? Vous avez pu voir que dans le journal de médecine de Nouvelle-Angleterre, il y a eu ce jeudi un article sur un inhibiteur. Il y a également, et c'est une pilule orale, et aussi il y a cet anticorps, cette situation d'anticorps que nous avons vue et qui avec l'administration d'anticorps monoclonal peut réduire le taux d'hospitalisation de 60 à 70% pour des patients à haut risque. Mais il y a donc de nouvelles choses qui sont en train de se sortir et on aimerait travailler avec l'Afrique pour que les cliniciens soient formés, mais aussi l'équipe de développement et d'administration du vaccin. Et nous avons une plateforme suffisamment solide pour pouvoir aider plus d'une personne. Si vous nous écrivez, on va vous recontacter très vite pour vous donner le soutien nécessaire. Et je ne sais pas de quel pays vous êtes, mais ce sera avec plaisir de rester en contact avec vous. Question pour le Dr Tajoudine. Quelle différence voyez-vous au niveau des résultats entre les différents pays? Est-ce que vous parlez de résultats cliniques? OK. Eh bien, je crois que généralement, nous avons un nombre très bas de cas critiques pour COVID, mais notre success story avec un taux de récupération n'était pas si bon. Et on a dû utiliser des respirateurs en n'ayant pas suffisamment. Certains pays ont plus de vice-présidents que de respirateurs. Donc, les résultats ne sont pas si encourageants. Le taux de mortalité pour ces cas critiques, 70% selon l'environnement. Ceci dit, la grande majorité de nos cas sont dans la gamme de cas modérés ou très bas. Pour ces cas-là, nous avons pu les gérer. Pour les cas critiques, les histoires ne sont pas si encourageantes. Et j'en reste là pour l'instant. Ensuite, nous avons une question pour les deux, mais est-ce que vous pourriez parler de l'adoption de la télémédecine dans vos pays durant la pandémie COVID-19? OK, commençons par ce que je vais vous dire. Et bien sûr, on est déjà passé par là avant COVID et avec COVID, on a vu l'importance de la télémédecine. Une des leçons à retenir de l'Ebola en Afrique en 2016, c'est que si on ne fait pas attention à faire des services, donner des services, davantage de personnes vont mourir à cause de la pandémie. En Afrique, plus de 11 000 personnes sont mortes de l'Ebola, mais beaucoup plus sont mortes de tuberculose, malaria, choléra, etc. On a donc fait un effort avec le suivi des services. Et la télémédecine, dans ce cadre-là, devient très importante, spécialement dans la gestion des maladies chroniques. Et certaines personnes font des check-ups, des choses qui peuvent être faites en télémédecine. Et dans de nombreux États, il y a eu la possibilité de mettre en place un système médical électronique et la télémédecine devient importante. Et c'est de cette façon que nous avons pu assister nos membres États et particulièrement dans les soins de routine.
Oui, merci pour le Vietnam. Pareil, pendant COVID, la télémédecine a progressé très rapidement et dans beaucoup d'hôpitaux qui utilisent la télémédecine pour contacter les patients et également pour soutenir les travailleurs de la santé. Au Vietnam, nous avons vu ce mouvement qui est en développement pour les activités d'administration des soins dans les hôpitaux et j'espère que nous verrons des résultats dans les prochains mois au Vietnam. Très bien. Eh bien, pour conclure la séance d'aujourd'hui, félicitations au Dr. Wen de Tajudeen pour nous parler de leur succès, de leur expertise. Je voudrais vous remercier pour votre participation aujourd'hui et inscrivez-vous pour le jeudi 17. Ce sera à la même heure que cette séance. Il s'agit d'une séance pour à AHRQ, les EHPAD nationaux, distribution et administration des vaccins. On parlera beaucoup de vaccins. Cette séance sera produite en collaboration avec AHRQ et la Société pour la médecine à long terme. Et vérifiez notre chatbox également pour savoir comment vous pouvez avoir votre certificat de participation. Également, répondez à notre sondage. Restez branchés pour les annonces à venir sur les conversations à venir dans notre cadre du projet ECHO. On se reverra bientôt et prenez bien soin de vous. Merci. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Dr. Jarjudine. Au revoir, Dr. Nguyen.